Certaines célébrités ont disparu sans laisser de traces, laissant derrière elles des questions sans réponse et des mystères troublants. Aujourd'hui, nous explorons 25 célébrités qui ont mystérieusement disparu, suscitant des rumeurs, des théories et des spéculations sans fin sur ce qui leur est réellement arrivé. Amelia Earhart. En 1937, la chérie de l'Amérique a poursuivi le dernier horizon inexploré, un vol autour du monde à l'équateur dans un étincelant Lockheed Electra. Elle a décollé de Lae, en Nouvelle-Guinée, le 2 juillet avec le navigateur Fred Noonan, 20 heures de carburant et un ciel pacifique qui a englouti les signaux radio. Nous sommes sur la ligne 157-337 à craquer Earhart au cutter Itasca, se déplaçant du nord au sud, puis statique. Roosevelt a autorisé la plus grande chasse aéronavale en temps de paix de l'histoire des États-Unis. 4 millions de dollars, 66 sorties d'avion, 250 000 miles carrés, ne trouvant que de l'eau et des murmures. L'Electra a-t-elle améri près de la minuscule île Howland, dérivée vers l'atoll Gardner, ou sombré sous les vagues maintenant explorées par la robotique et les rumeurs? Chaque ping sonar réveille une légende plus grande que l'aviation elle-même. La Kansan intrépide, qui a prouvé que les voies célestes n'étaient pas réservées aux hommes, puis a disparu en elle pour toujours. Michael Rockefeller. Héritier de la dynastie la plus puissante d'Amérique, Michael Rockefeller aspirait à une authenticité non touchée par les fortunes pétrolières. En 1961, son catamaran a chaviré au large de la côte Asmat de la Nouvelle-Guinée. « Je pense que je peux y arriver », a-t-il dit à l'anthropologue René Wassing avant de nager 3 miles vers une frange de mangroves patrouillée par des chasseurs de tête. Il n'a jamais atteint la civilisation. Des marines néerlandais, des hélicoptères et des missionnaires ont fouillé les marais. Des rumeurs locales affirmaient que des esprits ou des cannibales l'avaient pris en premier. Aucun os n'a jamais été retrouvé, mais la légende Rockefeller perdure. La vengeance tribale a-t-elle réduit au silence le curieux diplômé de Harvard, ou s'est-il intégré dans un village invisible aux yeux occidentaux? Ces pagaies vides sont aujourd'hui suspendus au Metropolitan Museum de New York, artefact à la fois de l'histoire de l'art et d'une absence glaçante. Sean Flynn. Le fils d'Errol Flynn a hérité des pommettes hollywoodiennes, mais a trouvé un but derrière un icône. En 1970, les images de Sean sur le Vietnam et le Cambodge ont mis les salons américains en ligne de mire. Le 6 avril, lui et son collègue photojournaliste Dana Stone ont descendu l'autoroute 1 du Cambodge à moto, les sangles de leurs appareils photo battant au vent. Les points de contrôle Viet Cong les ont engloutis. Des notes déclassifiées de la CIA suggèrent une captivité par les Khmers rouges, peut-être une année de camp dans la jungle avant l'exécution. Des amis ont fouillé des hameaux dévastés par les bombes. Rien n'a émergé sauf des rumeurs floues. Le dernier acte connu de Flynn fut de poursuivre la vérité plus loin que ne le permettrait n'importe quelle accréditation de presse, jusqu'au point de disparition d'une zone de guerre. Jim Thompson, espion pour l'OSS, devenu roi de la soie. Jim Thompson fait des textiles thaïlandais la coqueluche des podiums parisiens. En vacances dans les Cameron Highlands, en Malaisie le dimanche de Pâques 1967, il s'est promené dans la forêt tropicale émeraude après le déjeuner et s'est fondu parmi les cigales. Des troupes malaisiennes, des pisteurs aborigènes et des chiens de chasse ont couvert 400 miles carrés. Pas un morceau de tissu n'est apparu. Les théories fleurissent. Enlèvement par des guérilleros communistes, rappel par la CIA pour des opérations secrètes, attaque de tigres ou retraite volontaire vers l'anonymat d'un moine. Son manoir Antec à Bangkok est maintenant un musée. Les touristes s'émerveillent de sa sérénité, oubliant que son propriétaire est sorti par une porte arrière que l'histoire n'a jamais rouverte. Jimmy Hoffa. Le patron des Teamsters, Jimmy Hoffa, a négocié des pensions et des présidents, puis a cherché une rencontre à Détroit avec des lieutenants de la mafia le 30 juillet 1975. Il a téléphoné à sa femme depuis le restaurant Matthew's Red Fox à 14h30, se plaignant que les hommes étaient en retard. 30 minutes plus tard, Hoffa s'est évaporé. Les fouilles célèbres sous le stade des Giants, les fermes équestres de banlieue et les quais des Grands Lacs n'ont produit que des pelleteuses et du folklore. Les dossiers du FBI indiquent un coup rapide de la mafia syndicale, corps incinéré en quelques heures, mais sans
Le leader syndical le plus infâme d'Amérique fait la une des tabloïds chaque jour, toujours absent. John Spangler, figurant à Hollywood, a embrassé sa fille pour lui dire bonne nuit le 7 octobre 1949, promettant un tournage tardif et une discussion sur la pension alimentaire avec son ex. 2 jours plus tard, la police a trouvé son sac à main au parc Griffith de Los Angeles, la sangle cassée. À l'intérieur, une note. Kirk, je ne peux plus attendre. Je vais voir le Dr. Scott. Ce sera mieux ainsi pendant que maman est absente. Était-ce Kirk, l'idole du cinéma Kirk Douglas? Il a nié toute implication. Un avortement illégal a-t-il mis fin à sa vie? Aucun hôpital ne l'a admise. Les appels de casting mentionnent toujours John Spangler comme en attente, une mise en garde sur les ombres des coulisses de la célébrité. Weldon Keys, poète, peintre, pianiste de jazz. Weldon Keys était une brillance enveloppée d'agitation. Le 18 juillet 1955, sa berline Plymouth était au ralenti à côté du Golden Gate Bridge de San Francisco, clé à l'intérieur, chat laissé chez les voisins. Les comptes bancaires vidés suggéraient le Mexique. Les notes de suicide absentes suggéraient le contraire. Des amis se souviennent de lui disant « Le monde est plein de gens qui disparaissent, simplement ». 40 ans plus tard, les critiques saluent ses vers, mais sa plus belle ligne pourrait être les empreintes qui s'arrêtent au milieu du pont, invitant les érudits à terminer la strophe. Forrest Chubb, Toronto rappeur. Forrest Chubb a emballé des ambiances de plage et le single à succès Passenger, avant de s'envoler pour Puerto Vallarta en octobre 2010. Les photos de vacances ont cessé, le téléphone s'est éteint, les images de sécurité du condo l'ont montré partant avec des inconnus. Les dossiers mexicains restent scellés. CP Records a abandonné les plans d'album, tandis que la mère de Chubb parcourait les morgues et les bords de routes désertiques. Une décennie plus tard, la coordination canado-mexicaine est une énigme bureaucratique, et les écoutes de la musique de Chubb augmentent à chaque anniversaire. Des pistes fantômes d'un artiste entendu pour la dernière fois fredonner au bord de la mer. Barbara Newhall Follett. Publiant son premier roman à 12 ans, Barbara Follett était une prodige, naviguant sur les océans et les phrases. En 1939, la Grande Dépression avait fait chuter les redevances. La suspicion de l'infidélité de son mari s'est envenimée. Le 7 décembre, elle a quitté leur appartement de Boston avec $30 et un carnet, promettant de revenir. Elle ne l'a jamais fait. La police a retardé l'action, invoquant une querelle conjugale. Les supplications de sa mère sont tombées dans l'oreille d'une époque de guerre. Aujourd'hui, les livres épuisés de Follett se vendent pour des centaines. Chacun est un message dans une bouteille de la plus jeune naufragée de la littérature, Connie Converse. Une décennie avant que les auteurs-compositeurs-interprètes aient un nom, Connie Converse grattait des bijoux confessionnels dans les bars de Greenwich Village. La célébrité n'a jamais frappé à sa porte. À 50 ans, des lettres à des amis disaient qu'elle avait besoin d'être ailleurs, d'être quelqu'un d'autre. En août 1974, elle a chargé sa Volkswagen Coccinelle et a conduit vers l'ouest. Les numéros de plaque ont disparu au premier péage. 30 ans plus tard, des archivistes ont publié ses démos sur bande magnétique. Les hommages de NPR l'ont couronnée comme la mère de l'indie folk. Pourtant, la ceinture de sécurité de cette Beatle, quelque part, reste détachée. Jim Sullivan. Jim Sullivan faisait forte impression à Los Angeles à la fin des années 1960. Voix de baryton, silhouette élancée, toujours une guitare Martin en bandoulière. UFO, son premier album de 1969, fusionnait le twang country, la psychédélie scintillante et des paroles sur des routes désertiques où les gens disparaissent simplement. Les critiques l'ont adoré, la radio l'a ignoré. Une suite a échoué, les concerts se sont taris et en 1975, à 35 ans, il a chargé sa Volkswagen Beetle pour Nashville, promettant à sa femme une dernière chance de devenir une star. Après 12 heures de conduite d'affilée, il s'est enregistré au La Mesa Motel à Santa Rosa, Nouveau-Mexique, a acheté de la vodka mais n'a jamais dormi dans la chambre. Le lendemain, des ouvriers de ranch ont trouvé sa voiture sur un chemin de terre isolé, porte déverrouillée, guitare acoustique, portefeuille et boîte de disques UFO encore à l'intérieur. Des traces dans le sable menaient vers la brousse, puis s'arrêtaient. Les policiers d'État ont écarté le vol. Les habitants murmuraient qu'il avait croisé des contrebandiers.
Les fans se sont accrochés au titre d'album étrangement prophétique et au récit du cow-boy d'un homme seul marchant vers le néant. Sans os ni possession au-delà de cette guitare abandonnée, Jim Sullivan reste la note manquante la plus littérale de la musique folk. Bison Deal. Le pivot de la NBA, Brian Williams, n'était jamais à l'aise sous l'éclat fluorescent des arènes. En 1998, avec 1 an et 36 millions de dollars restants sur son contrat avec les Pistons, le champion des Chicago Bulls s'est retiré, se rebaptisant Bison Deal pour honorer son ascendance Blackfoot. Il a acheté un catamaran de 47 pieds, Hakuna Matata, parcourant le Pacifique avec sa petite amie Serena Carlan et le skipper français Bertrand Saldeux. Le 6 juillet 2002, ils ont accueilli le frère aîné de Dill, Miles Dabor, un homme perpétuellement dans l'ombre de Bison. 18 jours plus tard, Dabor navigua seul jusqu'à Tahiti, réenregistrant le navire sous le nom d'Ariabella et falsifiant la signature de Bison pour acheter 152 000 $ en or. Les autorités montèrent à bord, des impacts de balles réparés, un canot éclaboussé de sang nettoyé. Les enquêteurs français et du FBI ont conclu que Dabor avait tiré sur ses 3 compagnons après une lutte en mer, peut-être une dispute à propos d'argent, lesté leur corps et coulé les preuves dans des profondeurs de 12 000 pieds. Acculé en Californie ce mois de septembre, Dabor a injecté une dose mortelle d'insuline, tombant dans le coma sans confession. À chaque marée, le Pacifique murmure une tragédie de Caïn et Abel, un homme qui a échappé à la renommée mondiale pour succomber à l'envie fraternelle bien au-delà de l'horizon terrestre. Rico Harris. Rico Harris a autrefois dominé les terrains de jeu de Californie, un prodige de 2,6 m qui éblouissait lors des matchs d'été à UCLA avant que l'alcoolisme ne fasse dérayer ses espoirs professionnels. En 2014, à 37 ans et sobre, il s'était réinventé à Seattle avec sa fiancée Jennifer Song, impatient de commencer un travail de sécurité pour Amazon. Le 9 octobre, il est parti pour Los Angeles pour récupérer des affaires et rendre visite à sa mère. À 1h08 du matin, il a appelé Song depuis une aire de repos à Sacramento, épuisé mais continuant sa route. 12 heures plus tard, des appels de santé mentale ont fait sonner son portable près du Cache Creek Casino. Puis, silence. Un adjoint du shérif a repéré sa Nissan Altima 5 jours plus tard sur un chemin de terre accidenté du comté de Yolo, moteur éteint, clé sur le contact, téléphone coincé sous le siège, une boisson énergisante à moitié vide et un ballon de basket sur le plancher. Les équipes de recherche ont cartographié les ravins et les broussailles de chêne pendant des semaines, découvrant un chemin de traces de pas, une seule chaussure Nike et rien d'autre. Les théories vont de la désorientation induite par une rechute à un acte criminel le long des corridors de trafic de drogue. Pourtant, malgré tous les satellites et les chiens pisteurs, la vallée de Capaille a simplement ouvert et avalé un homme dont la carrure semblait autrefois trop grande pour se cacher n'importe où. Ambrose Bierce. Ambrose Gwinnett. Bierce a survécu à Shiloh, Chickamauga et au tremblement de terre de San Francisco de 1906, maniant le sarcasme plus tranchant que n'importe quel sabre. À 71 ans, avec des royalties en déclin et une époque changeante, il chercha une dernière date limite. En octobre 1913, il traversa El Paso pour entrer dans le Mexique révolutionnaire, disant aux journalistes qu'il étudierait la vraie guerre. Des lettres à sa secrétaire depuis les rails de Chihuahua décrivaient la fumée d'artillerie comme des nuages d'orage pourpre. Sa dernière note connue, le 26 décembre, mentionne qu'il se dirigeait vers Ojinaga avec la division del Norte de Pancho Villa. Après cela, les fils télégraphiques se sont refroidis. Des témoins ont ensuite affirmé qu'un vieux gringo correspondant à Bierce avait été exécuté par les fédéralistes. D'autres ont juré qu'il était mort de pneumonie à Marfa, au Texas. Un récit fantaisiste le place des années plus tard dans le Grand Canyon, vivant en ermite, écrivant des aphorismes cyniques. Bierce lui-même a écrit un jour « Une personne disparue est une question incarnée ». Dans son cas, la question a survécu au corps, transformant l'auteur d'histoires de fantômes en leur protagoniste. Une ironie que le vieux grincheux aurait pu savourer comme sa parfaite dernière ligne imprononçable. Lord Lucan. Grand, séduisant, accro au backgammon.
Richard John Bingham, le 7e comte de Lucan, incarnait parfaitement l'aristocrate de la jet-set des années 1960. Mais les dettes de jeu s'accumulaient, les batailles pour la garde faisaient rage, et le 7 novembre 1974, l'horreur a frappé au 46 Lower Belgrave Street. La nourrice de la famille, Sandra Rivette, a été retrouvée battue à mort dans le sous-sol. Lady Veronica Lucan s'est traînée jusqu'à un pub voisin, ensanglantée mais vivante, désignant son mari séparé comme l'agresseur. Lucan a téléphoné à sa mère en disant que Rivette était morte dans un terrible accident, puis a disparu. Sa Ford Corsair empruntée a refait surface à New Haven avec un tuyau de plomb à l'intérieur. Malgré les avis d'Interpol et les récompenses de 250 000 $, les signalements de la Nouvelle-Zélande au Zaïre se sont évanouis. Les détectives britanniques soupçonnent un suicide par saut de canal. Les amateurs de conspiration imaginent un passage secret à bord du yacht d'un ami. Le tribunal des successions l'a déclaré mort en 1999 et un certificat de décès de 2016 a transféré le titre de courtoisie à son fils. Pourtant, les journaux le ressuscitent chaque année, imaginant un comte aux cheveux argentés commandant des martinis à Montevideo. Dans les clubs huppés de Londres, un fauteuil en cuir vide porte encore la plaque réservée pour Lord Lucan, au cas où. Joe Pitchler. Joe Pitchler a charmé le public en tant que petit frère espiègle dans Beethoven's Third et quarterback de petite ville dans Varsity Blues. Mais les rôles d'adolescent se sont taris et à 18 ans, il est retourné à Bremerton, Washington, a terminé le lycée et vendu des voitures. Le 5 janvier 2006, après une partie de poker avec des amis, Joe est parti à 4 heures du matin, promettant d'appeler plus tard. Il ne l'a jamais fait. 4 jours plus tard, sa Toyota Corolla argentée était abandonnée près du pont Manette, face aux vues sur le front de mer qu'il aimait dessiner. À l'intérieur, une note destinait ses effets personnels à son frère cadet et déclarait « J'aurais aimé être un frère plus fort », mais ne contenait ni adieu, ni intention suicidaire. Des chiens d'autopsie ont balayé les vasières voisines. Des plongeurs ont fouillé les eaux glacées de Kitsap. Aucune trace humaine n'a émergé. La famille soutient que Joe prévoyait de reprendre la comédie, citant des bandes d'audition sur son disque dur. La police classe l'affaire comme disparition en danger. Dans le folklore hollywoodien, les anciennes stars enfantines tombées en disgrâce luttent souvent contre la dépendance ou l'anonymat. Pour Joe Pitchler, le récit s'est figé en plein milieu de la scène, attendant perpétuellement un dernier signal qui n'est jamais venu. Scott Smith. Peu de lignes de basse évoquent l'exubérance des années 1980, comme Turn Me Loose de Loverboy, ancré par le battement régulier du cofondateur Scott Smith. Marin expérimenté, Smith a emmené des amis sur son sloop de 40 pieds, C Major, le clair après-midi du 30 novembre 2000, contournant le dangereux Point Conception, un cap tristement célèbre comme le cimetière du Pacifique. Une vague déferlante de 25 pieds a frappé à tribord, emportant Smith par-dessus bord avant que quiconque ne puisse réagir. Ils ont lancé des bouées de sauvetage. Il a disparu dans l'écume. Des C-130 de la garde côtière américaine, des patrouilleurs et des hélicoptères infrarouges ont quadrillé 5800 miles carrés pendant 62 heures. Aucun débris, aucun corps. Les experts notent que les courants peuvent entraîner une personne sur 40 miles en 24 heures. Température de l'eau provoquant l'hypothermie en moins de 20. Loverboy a repris les tournées avec des bassistes de remplacement, mais chaque rappel inclut un toast silencieux à l'équipier réclamé par leur océan natal. Les fans lancent parfois des bandeaux rouges, la marque de fabrique de Smith sur scène, dans les vagues à Point Conception, de petits croissants écarlates avalés par les vagues qui gardent leur tempo secret. Zoe McClellan. Zoe McClellan s'est forgé une réputation en jouant des officiers compétents, l'enseigne Dodson dans JAG, l'analyste Meredith Brody dans NCIS Nouvelle-Orléans. Hors écran, une tempête se préparait. Sa séparation en 2019 de l'acteur J.P. Gillin a déclenché une bataille judiciaire en Louisiane concernant leur jeune fils, Sébastien. Lorsque Gillin a fait face à des accusations de mise en danger d'enfants, McClellan a déménagé à Los Angeles sous des ordonnances de garde temporaire. En 2021, Gillin a déposé des accusations d'enlèvement, affirmant que la mère et l'enfant avaient disparu. TMZ a surveillé. Adresse.
Le courrier du Screen Actors Guild a été retourné. Instagram s'est figé à 2019 selfies. La Cour supérieure de Los Angeles a émis un mandat, mais le LAPD classe l'affaire comme civile, non criminelle, limitant les ressources de recherche. Certains initiés suggèrent que McClellan vit discrètement à l'étranger, faisant l'école à la maison pendant que les procédures légales se déroulent à huis clos dans les dossiers du tribunal de la famille. D'autres craignent qu'elle ne soit isolée, sa carrière freinée par la disparition même censée protéger son fils. Jusqu'à ce que les procédures de garde soient dévoilées ou que les objectifs des paparazzi capturent un sourire familier, les bases de données d'Hollywood listent Zoe McClellan comme inactive, même si les rediffusions diffusent son calme assuré à des millions de personnes chaque soir. Jimmy Sweet Robinson. Sur le circuit des clubs de Détroit en 1966, Jimmy Sweet Robinson était le leader des Falcons avec un ténor velouté qui oscillait entre la ferveur du gospel et le murmure intime. Un soir de juillet au 20 Grand Lounge, il est sorti pendant l'entracte et n'est jamais revenu pour le deuxième set. Les membres du groupe ont supposé un détour romantique. À l'aube, ils ont déposé un rapport de disparition. La police de Détroit, débordée par les troubles des années 60, l'a enregistré avec peu de détails. Les contrats d'enregistrement répertoriaient les chanteurs collectivement, rendant le suivi de la sécurité sociale presque impossible. Pendant des décennies, les passionnés de soul ont feuilleté les listes syndicales, les registres fiscaux, même les registres de cimetières, à la recherche du vrai nom de naissance de Robinson sans succès. Certains émettent l'hypothèse d'une dette envers la mafia, d'autres d'une évasion au Canada pour éviter la conscription, mais les Falcons survivants ne se souviennent d'aucune peur dans sa voix, seulement de l'excitation à propos d'une audition prochaine chez Atlantic Records. Aujourd'hui, les collectionneurs font tourner des 45 tours usés comme You're So Fine, imaginant le costume argenté du chanteur et son chapeau à large bord se balançant au-delà des lumières de la scène dans la mythologie de Motown. Musique éternellement douce, chanteur à jamais disparu. Glenn Miller. Le capitaine Glenn Miller, architecte de la bande sonore de l'Air Swing, a échangé Carnegie Hall pour le Khaki en 1942, dirigeant l'orchestre de l'US Army Air Force pour remonter le moral des troupes. Le 15 décembre 1944, il monta à bord d'un UC-64 Norseman monomoteur à la RAF Twinwood, dans le Bedfordshire, à destination de Paris nouvellement libéré, pour organiser une émission de Noël. Un brouillard épais comme de la ouate enveloppait l'Angleterre. Les pilotes ignoraient les prévisions météorologiques, impatients de devancer la tombée de la nuit. Quelque part au-dessus de la Manche, le Norseman a disparu. Une théorie accuse le givrage du carburateur, une autre suppose que l'avion a volé sous des Lancaster de la RAF, revenant, larguant des bombes non utilisées, provoquant des ondes de choc qui ont abattu Miller. Malgré les balayages sonars et les rapports des filets de pêche français, aucune épave n'a émergé. Le département de la guerre l'a déclaré mort un an plus tard, mais la famille a gardé espoir jusque dans les années 1950. Chaque saison des fêtes, In the Mood flotte à travers les haut-parleurs de la radio et les auditeurs imaginent non seulement des GI dansant le jitterbug, mais aussi un tromboniste figé en plein vol, la baguette toujours levée contre le gris infini d'une mer d'hiver. Harold Holt. Lorsque le premier ministre australien Harold Holt s'est avancé dans les vagues à Cheviot Beach, Victoria, le 17 décembre 1967, il était renommé pour sa réforme audacieuse de l'immigration et un enthousiasme inébranlable pour la natation en mer. Des témoins l'ont vu lutter contre les vagues déferlantes avant de disparaître sous les flots agités. En l'espace d'une heure, la police a mobilisé l'une des plus grandes recherches de l'histoire du Commonwealth. Des plongeurs de la Marine royale australienne, des hélicoptères de l'armée de l'air, des plongeurs en apnée avec des fusils harpons sondant les profondeurs infestées de requins. Les courants au large de Portsea forment de puissants courants de retour. Les experts pensent que le corps de Holt a été emporté dans le dangereux rip à l'embouchure du détroit de Bass. Pourtant, l'absence de restes a donné naissance à des conspirations de la guerre froide. Extraction par sous-marin chinois, défection à la CIA, voire mise en scène de sa propre mort pour s'enfuir. Le Parlement n'a introduit aucun protocole constitutionnel pour la disparition d'un dirigeant. Le cabinet a rapidement nommé un successeur. En 1969, Melbourne a ouvert le centre de natation commémoratif Harold Holt. Les Australiens se lèvent
reconquis par son passe-temps et par des eaux plus anciennes que toute époque politique. Richie Edwards. Le parolier-guitariste Richie Edwards a transformé les Manic Street Preachers en la conscience brute de la Grande-Bretagne, se gravant 4 réals sur le bras lors d'une interview en 1991 pour prouver sa sincérité artistique. La maladie mentale le traquait. Séjour dans des cliniques psychiatriques, poids squelettique, carnet rempli de nihilisme. Le 1er février 1995, il a quitté l'hôtel Embassy de Londres, a conduit jusqu'à son appartement à Cardiff, puis a disparu. Sa Vauxhall Cavalier a été retrouvée près du pont de Severn, tristement célèbre pour les suicides. Pourtant, les caméras de surveillance ne l'ont jamais capturé sur les passerelles. Les reçus montrent 2 semaines dans des maisons d'hôtes à Bristol à lire des journaux. Les enquêteurs ont signalé des apparitions à Goa, Fuerteventura et dans un kibbutz. Chacune s'est éteinte. Les membres du groupe ont gardé sa part des royalties en séquestre, enregistrant 3 albums en trio avant que la succession de 2008 ne déclare Richie présumé mort. Pourtant, les pubs gallois organisent des veillées annuelles, des guitares sur des tabourets vides, tandis que les fans déchiffrent ses dernières paroles pour y trouver des coordonnées. Dans une industrie accro aux tournées de résurrection, Edwards reste l'éternel rappel qui refuse la scène. Ettore Majorana. À 27 ans, Ettore Majorana avait élucidé le comportement des neutrons et impressionné Enrico Fermi au point d'obtenir un poste convoité de professeur à l'université de Naples. Brillant mais sombre, il a dit à ses collègues « Il n'y a que 2 choses importantes dans la vie, les mathématiques et les femmes ». Le 25 mars 1938, il a retiré l'intégralité de son compte bancaire, envoyé des lettres cryptiques à sa famille faisant allusion à un choix inévitable et embarqué sur le ferry de nuit de Palerme à Naples. Lorsque le navire a accosté, Majorana n'était nulle part à bord, bien qu'un steward de cabine ait affirmé l'avoir aperçu à l'aube. Le régime de Mussolini a lancé une recherche, craignant une défection vers les scientifiques nazis. Les responsables du Vatican ont vérifié les cloîtres. La police a dragué les criques tyréniennes. Des décennies plus tard, les renseignements italiens déclassifiés, des observations suggérées d'un physicien ermite dans des monastères sud-américains. La théorie quantique porte son nom, les fermions de Majorana, des particules qui sont leurs propres antiparticules, existant simultanément et non. De manière appropriée, leur découvreur est devenu une superposition dans l'histoire, à la fois vivant et mort, présent et absent, une énigme qu'il aurait lui-même pu admirer. Frederick Valentich. Frederick Valentich, passionné d'aviation, avait enregistré seulement 150 heures de vol lorsqu'il loua un Cessna 182L le 21 octobre 1978, prévoyant un vol au crépuscule à travers le détroit de Bass vers l'île King pour un dîner de langoustes, bien qu'il n'ait pas pris de disposition pour l'atterrissage. À 19h06, avec le soleil sous l'horizon, il a contacté par radio le Melbourne Flight Service, un grand avion avec 4 lumières brillantes en orbite au-dessus. Les contrôleurs n'ont vu aucun écho radar. Valentich a signalé des ratés de moteur et un engin métallique brillant en vol stationnaire. Et ce n'est pas un avion. Dernière transmission. 18 secondes de grincement métallique. Les secours maritimes et aériens ont fouillé 1000 miles carrés, ne trouvant qu'une nappe de carburant d'aviation. Les sceptiques évoquent la désorientation spatiale, notant que Valentich pratiquait souvent l'acrobatie aérienne. Les croyants soulignent les nombreux rapports d'OVNI cette nuit-là. En 2012, un capot de moteur correspondant à son Cessna a échoué près d'Apollo Bay, ADN non concluant. Aujourd'hui, les pilotes traversant le détroit de Bass jettent parfois un coup d'œil aux reflets verts sur leur pare-brise, entendant la voix paniquée du jeune aviateur dans leur casque. Dorothy Arnold. Dorothy Arnold, âgée de 25 ans, éduquée à Columbia et héritière d'une fortune d'importation de parfums, a quitté sa maison de ville de East 72e rue le 12 décembre 1910 avec l'intention d'acheter une robe de soirée. Elle a salué une amie sur la 5e avenue, acheté des chocolats chez Park & Tilford, puis a disparu au milieu des acheteurs de midi. La presse a dévoré chaque indice. Fugue amoureuse avec l'écrivain en herbe George Griscom Jr. État de fugue après des rejets répétés d'histoires. Enlèvement pour
Année 1940, son père socialement rigide, Francis Arnold, a rejeté la publicité policière, engageant les Pinkerton qui ont parcouru l'Europe. Les rumeurs se sont propagées, citant des cours d'art à Florence, un suicide dans le réservoir de Central Park, une opération fatale dans une clinique illégale. En 1916, un faussaire condamné a affirmé que des complices avaient enterré Dorothy dans le New Jersey après un avortement raté, mais l'excavation n'a révélé que de la poussière de cave. Sans corps ni confession, les soirées mondaines de Manhattan laissaient le plateau de cartes de visite de Dorothy poli mais vide. Une accusation silencieuse d'une ville qui se vante de ne jamais perdre personne, sauf parfois la femme bien habillée juste à côté de vous.